Alors, il y a un cas particulier donc, de problème, ça s'appelle les problèmes de satisfaction de contraintes, CSP en abrégé, qui se prêtent bien à la technique du backtracking. Donc, c'est le cas où vous avez un problème avec un certain nombre de variables, donc on les appelle comme ça, x0, xn, -1. Chaque variable prend ses valeurs dans un certain domaine. Donc, la variable x0, elle varie. Elle prend les valeurs qu'il y a dans D0, X1, les valeurs dans D1, etc., etc. Donc, on sait où les variables prennent leurs valeurs. Et puis, on a un certain nombre de contraintes. Donc, elles sont appelées comme ça, C0, il y en a un certain nombre. Voilà. Donc, de sorte que ce qu'on cherche, c'est toutes les valeurs de ces n variables. Donc, en fait, c'est des n nuplés qu'on cherche. Donc le premier terme du n-nuplé, ben, ça peut, voilà, c'est dans D0. Le deuxième, c'est-à-dire x1, il est dans D1, etc., etc. Donc, ben, ça veut dire que l'espace de recherche, c'est cet ensemble-là. Alors, il y a énormément de problèmes qui nous intéressent, qu'on va résoudre, qui peuvent s'exprimer en ces termes-là. Donc, alors, carré magique, vous avez un carré de taille n, par exemple. Donc, vous avez n nos carrés variables, et chacune peut prendre une valeur comprise entre 1 et n. Et puis, les contraintes, c'est que les sommes en ligne et sur les diagonales, les deux diagonales sont les mêmes. Voilà, après, bon, vous avez le Sudoku vous connaissez aussi. Hein, bon, là, il y a des contraintes en ligne, en colonne, en région. Donc, c'est des contraintes qui peuvent s'exprimer entre les différentes variables. Alors, des variables, donc, il peut y en avoir beaucoup. Hein. Dans un Sudoku, c'est un carré de 9 par 9. Donc, ça fait 81 cases correspondant à 81 variables. Bon, les cryptarithmes, c'est des messages... codés avec des chiffres qui représentent des lettres. Voilà. En tout cas, ça se résout de la même manière avec cette technique du backtracking. Donc, on fait une recherche exhaustive, mais on essaie de s'arrêter dès qu'on voit que ça ne marche pas. On ne va pas jusqu'au bout avant de dire bon, là, j'ai trouvé un n-nuplé et il ne marche pas. Non, si dès la deuxième variable, ça coince, eh bien, on n'explore pas plus la branche correspondante. Alors, ça va se faire de manière récursive. Hein, la solution de backtracking va être en général récursive. On va construire donc la solution qu'on cherche, c'est-à-dire le n-nuplé, on va le construire petit à petit. Donc, on va commencer par placer une valeur dans la première variable, et puis, si tout va bien, on va continuer avec la deuxième variable. Et puis chaque fois, on va regarder si tout va bien. C'est-à-dire si, quand j'ai placé ma variable suivante, est-ce que les contraintes qui correspondent à cette variable, est-ce qu'elles sont bien vérifiées? Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter dans cette branche, on va changer. Si tout va bien, on va continuer en disant je vais essayer de placer la variable suivante. Donc, c'est des n-nuplés. Donc, quand on aura placé... les n valeurs qui correspondent, on aura peut-être trouvé une solution hein, si tout va bien. Alors le schéma, il est là. Donc en fait, vous allez voir que c'est ce schéma qu'on va utiliser bien souvent. En tout cas, c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre. Hein, c'est ce schéma-là, c'est cette fonction qui s'appelle placer. Donc on ne va pas s'embêter, hein, on va l'appeler à chaque fois placer. Et vous pouvez voir dedans, cette fonction placée fait appel à deux fonctions, la fonction et-solution et la fonction ajout possible. Alors c'est ces deux fonctions-là qui jouent un rôle déterminant en backtracking. Alors comment elle marche cette fonction placée? Elle a plusieurs paramètres. P, alors P c'est l'indice de la variable ou de la case si vous voulez, puisque ça va être des listes. Bref, l'indice de la case qu'on est en train de remplir. N, c'est le nombre total de cases.
n duplet. Sol, ben, c'est une solution qui est en train de se construire, Sol. Puis on verra, là il y a 3 petits points, ça veut dire qu'on peut rajouter d'autres paramètres si on veut avoir quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Voilà, alors c'est de la récursivité, donc c'est toujours pareil, il y a un cas simple. Et puis ensuite, il y a des appels récursifs. Ça ne bouge pas. Pour tout algorithme récursif. Le cas simple ou cas d'arrêt, ici, c'est quoi? Ben, c'est quand j'ai fini, donc quand j'ai construit mon n duplet, c'est-à-dire quand p égale n. Donc vous avez des variables qui sont indexées de 0 à n-1. Donc, quand p égale n, ça veut dire que c'est terminé. Vous avez vos n variables allouées de 0 à n-1. Donc p égale n, cas d'arrêt, donc on a n variables allouées, on peut regarder si ça marche. Donc si c'est solution, si notre n duplet là, il va bien, il satisfait toutes les contraintes, eh bien on en fait ce qu'on veut, donc soit on l'affiche, soit on le stocke, soit on compte, bref, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça veut dire qu'on a trouvé une solution. Alors, ça c'est si p égale n, sinon eh ben, il faut essayer de remplir, quoi, hein. Alors, vous voyez que la vocation de placer, que j'appelle avec le paramètre p, ça veut dire que j'essaie de placer là dans cette fonction récursive, le but c'est de placer une valeur dans la PIM case. Alors on a vu que dans la PIM case, eh bien, les valeurs possibles, hein, pour xp, les valeurs possibles c'est dp, dans le domaine dp. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer, c'est exhaustif, c'est une méthode qui est exhaustive, donc il faut que j'essaie toutes les valeurs possibles. Donc ben, je vais essayer. Donc s'il y en a qu'une ou deux, bon, je peux les essayer directement, mais s'il y en a plus, ben, je vais faire une boucle. Hein, donc c'est un peu ça la nouveauté. Vous voyez qu'on va faire une boucle pour, on va dire, ben, pour chacune des valeurs possibles, pour x dans dp. Donc, en général, ça sera une boucle for. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, notre solution qu'on est en train de construire, on l'a appelée sol. Ça veut dire dans la case P de sol, là, eh bien, je vais mettre x. Donc, je le mets dans la case, et seulement après, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est possible ou pas? C'est-à-dire, la valeur que j'ai rajoutée dans la case P, est-ce qu'elle satisfait les contraintes qui sont relatives à la variable P? Et ça, je le teste avec la fonction ajout possible. Donc, ajout possible, c'est une fonction qui est booléenne et qui regarde si, en ayant rempli la case P de sol avec x, eh bien, j'ai quelque chose qui satisfait les contraintes. Alors, étant donné que sol, à ce niveau-là, je n'ai rempli que les P premières cases de sol, ben, je ne vais pas pouvoir vérifier toutes les contraintes. Je vais pouvoir vérifier simplement les contraintes qui sont relatives aux premières cases, les cases d'indice allant de 0 à P pour le problème. Alors, si ça marche bien, si ajout possible est vrai, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je rappelle récursivement ma fonction placée avec la valeur suivante, c'est-à-dire P plus 1, et donc je vais continuer à placer la case suivante. Bon, et donc vous voyez que si tout va bien, eh bien chaque fois je rentre, ajout possible, je rentre dans des appels récursifs, et à un moment, à force d'augmenter le premier paramètre, je vais tomber évidemment sur P égale N, qui est une solution. Bon, le truc c'est que c'est récursif, c'est-à-dire que la machine mémorise tous les appels. Elle sait que ça c'est une boucle. Donc, si on a commencé ici en mettant sol de P égale une certaine valeur x, on peut continuer la rentrée, finir d'aller jusqu'à la fin du n duplet, mais la machine n'a pas oublié que dans cette boucle-là, il faut qu'elle va reprendre là où elle en était. Si elle a essayé avec la première valeur de dp, et bien ensuite elle va revenir, elle va essayer avec la deuxième valeur de dp. Donc automatiquement, la machine, grâce à la récursivité, elle mémorise, elle sait où est-ce qu'elle en est, et elle va pouvoir reprendre et continuer comme ça à explorer toutes les possibilités.
Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bon, alors, si ça n'a pas bien marché, sol de P égale X, eh bien, on verra que, en fait, il vaut mieux remettre ce qu'il y a dans la case P, il vaut mieux lui donner la valeur qu'elle avait au départ. Alors, c'est-à-dire finalement, elle n'a pas réussi, elle n'est pas déterminée. Donc, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est sol, cette solution, comment on l'initialise. Alors, il y a deux façons de faire. On va commencer par la façon la plus simple, c'est-à-dire on peut initialiser sol avec des valeurs qui ne sont pas dans l'espace de recherche. Donc du genre, on peut écrire sol égale n fois init, donc comme ça on a créé notre n-muplet. Dedans, bon, init c'est une valeur qu'on ne risque pas de confondre avec les autres, avec les valeurs possibles. Et donc ça veut dire que le sol est totalement indéterminé. Et on appelle donc notre fonction placée, on va simplement, le backtracking c'est ça, hein, c'est appeler la fonction placée en disant, voilà, tu commences, j'appelle placée pour l'indice 0, et donc la machine elle va commencer à essayer de placer des valeurs dans la case 0 de ma suite sol qui a déjà été créée, donc voilà, au niveau allocation mémoire, c'est réglé dès le départ. Ça ne pose pas de problème. Alors, on va revenir sur les deux fonctions booléennes. Il y a deux fonctions booléennes auxiliaires. La première, c'est les solutions. Bon, donc ça, vous voyez, on l'appelle une fois qu'on a généré notre n-muplet, on vérifie que on a bien trouvé une solution, donc que les contraintes sont bien vérifiées. La deuxième, qui est très importante, en fait, qui va faire la qualité du backtracking. Donc cette fonction, il faut faire, voilà, il y a quelque chose qui est très important, donc c'est écrit en gras ici, c'est que voilà, on l'appelle après avoir modifié sol de P. Vous voyez, on commence par modifier sol de P, puis on regarde si tout va bien. Voilà, alors on n'est pas obligé de faire comme ça, mais il faut faire un choix, hein. Soit on vérifie avant de modifier, soit on fait dans l'autre sens. Bon, en fait, c'est pas vraiment important. Ça ne va pas faire que l'algorithme va être plus efficace ou moins efficace. Donc, dans ce cours, on choisit délibérément et systématiquement de toujours modifier la case et ensuite de se demander si c'est vraiment correct par rapport aux contraintes. Donc, cette fonction, elle renvoie true, vrai, si la solution partielle, hein, parce que jusque-là, on a rempli que les cases allant d'indice 0 à P, on regarde si jusque-là tout va bien. Alors évidemment, c'est ça qui va faire la qualité du backtracking. Plus tôt on est capable de dire ça ne marche pas, et plus efficace sera notre backtracking, puisque d'un point de vue arbre binaire, ça veut dire qu'on aura coupé des branches plus grosses, quoi. On les aura coupées plus tôt. Et donc, ça va nous éviter de faire notre parcours en profondeur là pour rien. Et donc, c'est de ajout possible que dépend toute l'efficacité de notre backtracking. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux façons de faire. Donc, la première façon de faire, c'est de créer une liste avec des valeurs qui sont comme ça, qui n'appartiennent pas à l'espace de recherche. Comme ça, on crée notre liste. Si on sait que, c'est dans le cas où on sait qu'on cherche des n-nuplets, donc c'est facile de créer une liste avec n valeurs dès le départ. Mais on peut aussi, alors on verra que ça c'est intéressant pour des types de problèmes où la longueur de la liste n'est pas connue a priori, on peut aussi partir d'une liste vide et puis chaque fois qu'on veut placer quelque chose dans la case suivante, en fait, on crée donc une nouvelle case pour la liste sol, et puis on ajoute la nouvelle valeur. Et pour l'enlever, du coup, on va s'autoriser, pour une fois,
de pouvoir retirer. Donc c'est le contraire, pop, c'est le contraire de append. Append, ça vous ajoute un élément à la fin de la liste. Pop, ça vous retire le dernier élément de la liste. Voilà, ça c'est la deuxième manière d'implémenter ce backtracking. On verra que ça c'est utile, c'est même obligatoire quand on ne connaît pas la taille d'une solution. Pour l'instant, les premiers exercices, ceux dont on a déjà parlé, eh bien, a priori, on connaît la taille d'une solution.